Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et la littérature jeunesse. Découvrez le Journal du Diable de Robert Whitman et David Kinney. Alfred Rosenberg, philosophe nazi et proche d'Adolf Hitler, est considéré comme le penseur de la solution finale. Son journal, dans lequel il note tout, est retrouvé et authentifié en 2015. Le Journal du Diable est une plongée passionnante au cœur du journal intime de Rosenberg, des coulisses de la création du Parti national-socialiste à sa mainmise sur le monde jusqu'au suicide d'Hitler. C'est aussi le récit de la traque inlassable de Robert Whitman pour débusquer ce trésor historique. Un ouvrage passionnant, accessible à un large public. Un document historique d'une valeur inestimable en sortie mondiale. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine en compagnie du chroniqueur Billy Robinson. Bonjour Billy, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Oui, très contente de t'avoir en studio et aujourd'hui on va commencer avec notre château d'Emmanuel Régnier. Et oui, une belle surprise en fait, un roman qui m'a un peu pris par surprise justement lorsqu'il s'est arrivé là, il y a quelques semaines. Donc, ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent là, reclus depuis des années dans leur maison familiale en fait, et qu'ils ont baptisé Notre Château, tout simplement. Seule la visite hebdomadaire là, une fois par semaine du frère à la librairie du centre-ville fait exception là, à leur isolement. Donc, c'est un isolement qui est volontaire. On le sent tout de suite là, dès les premières pages. Et c'est au cours de l'une de ces sorties rituelles que le jeune homme, en fait, aperçoit un jour, stupéfait, là, sa sœur dans le bus. Alors là, c'est inexplicable. Il s'explique absolument rien. Le cocon est comme complètement là, détruit. Alors, c'est dans l'environnement qui s'était enfermé là, depuis 20 ans, là, ça commence là, à se fissurer. Donc là, on est vraiment là dans le roman d'ambiance, un roman très gothique, très sombre. Emmanuel Régnier nous propose un roman là, qui est moderne. C'est un libraire à Bruxelles, en Belgique, et il avait signé l'ABC du gothique chez Cartanier, là, ici, en 2012. Donc, la narration répétitive, déroutante parfois, provoque quand même un attrait immédiat au psyché là, du personnage principal. On sent tout de suite là, qu'il y a quelque chose qui roule pas là, dans la tête de ce garçon-là. Et c'est lui qui raconte là, son point de vue, cette histoire là, aux limites là, du confinement, de l'excentricité en fait, et de la déviation. Donc, il y a vraiment là, un peu de tout dans ce roman. Il fera tout pour protéger là, cet univers qui est très fragile. Donc, comme je vous disais, c'est un roman qui est gothique, qui est noir. C'est surprenant. Moi, ça m'a dérouté là, complètement. C'est un univers qui est sombre, mais tout juste là, dans l'ambiance. Là. Ça m'a rappelé beaucoup là, L'Indésirable de Sarah Waters, qui était paru là, chez Alto là, il y a quelques années. Donc, un beau roman d'ambiance pour les gens là, qui aiment être un peu là, dérouté, là, c'est vraiment le mot. On rappelle le titre Notre Château d'Emmanuel Régnier. Et là, tu veux nous parler de La vie est dommage de Jack Kerouac. Oui, alors un incontournable dans des dernières semaines. Jack Kerouac, on le connaît pour son roman On the Road, sur la route. Donc, peu de gens savaient là, que Jack Kerouac en fait... a bien plus que des racines franco-canadiennes. Ses parents sont nés dans le Bas-Saint-Laurent. Il s'installe dans le Massachusetts aux États-Unis pour trouver du travail, là, comme bien des gens ont fait à cette époque-là. Donc, c'est en 1922 que va naître Jack Kerouac. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, le jeune garçon ne parle qu'une sorte de français canadien, une sorte de joual. On qualifie pas ça de joual à l'époque parce que on sait que c'est arrivé plus dans les années 60-70, mais c'est vraiment, en fait, ce n'est qu'à l'école qu'il apprend l'anglais comme une seconde langue. Donc, c'est un peu un parcours qui est déjà différent, en fait, de ce qu'on pourrait penser. Donc, c'est ce qu'on ressent tout de suite à la lecture de ce livre, qui est une sorte de document d'archives des écrits que Kerouac a fait, mais surtout, je dirais, là, une genèse de l'œuvre importante à venir. Parce qu'on sent que c'est vraiment souvent des ébauches de textes qui vont devenir là, ces plus grands romans. Donc, fort de l'autorisation des héritiers de Kerouac, Jean-Christophe Cloutier, qui est professeur de littérature anglaise à l'Université de Pennsylvanie, a pu consulter tous les manuscrits rédigés directement en français. C'est ce qui fait vraiment là, ce qui démarque là, de ce livre-là, c'est que tous les textes ont été
directement écrits en français. Donc, bien des années de travail ont été nécessaires, bien sûr, là, pour retranscrire et reconstruire ces textes qui sont publiés pour la première fois, je vous le rappelle, là, dans leur intégralité ici. Donc, les textes sont beaucoup plus nombreux et volumineux qu'on pensait. Moi, j'ai été vraiment surpris là, de voir ça. Kerouac, a consacré beaucoup de temps là, et d'efforts à l'écriture et à la révision de ses textes qu'il n'a pourtant montré à personne de son vivant. Donc, c'est assez remarquable, là, tout ça. C'est un éclairage qui est nouveau sur le processus créateur. Il y a même un texte marquant intitulé « Sur le chemin ». Étrangement, qui renferme là, des clés importantes sur les intrigues là, de On the Road, son roman le plus important. Donc, on sent la sensibilité de Kerouac quand il écrivait dans sa langue maternelle. Il parle de la passion, de sa passion pour le jazz, entre autres. On sent que c'est un grand romantique, là, en fait. Donc, c'est magnifique. C'est un livre qui est important pour un auteur qui est marquant, selon moi, là, qui est d'une époque qui est pas encore, qui est encore, en fait, là, très d'actualité, là, puis c'est hyper moderne. Et c'est un livre que je vous dirais, là, à part la première partie où on explique la démarche, je vous dirais, tous les textes, il faut les lire à voix haute. Ah oui? Et est-ce qu'on doit être fan de Jack Kerouac pour apprécier cet ouvrage-là? Je pense que oui, peut-être pas fan, mais si on a lu ses romans ou quelques-uns, on va y retrouver là, des références qui peuvent être intéressantes, mais ne serait-ce que pour la découverte de cette langue-là, de ce côté de ce personnage-là, moi, je vous dis, j'ai vraiment appris des choses et son côté là très très sensible, ça m'a beaucoup touché. Alors, un incontournable, là, vraiment. On rappelle le titre « La vie est dommage » de Jack Kerouac. Et là, on va parler de Nirlith de Juliana Léveillé-Trudel. Oui, alors un magnifique livre qui est paru là cet automne à la Peuplade, qui était un peu là dans cette veine là, de roman du Grand Nord et de toute cette nordicité là qui fait en fait qui est très riche en fait là. C'est une thématique qui peut être très très fascinante. Donc Juliana nous propose ce roman qui raconte l'histoire d'une jeune femme. Qui vient de ce que là-bas on appelle le Sud, donc qui fait des allers-retours à Saluit, dans le Nunavik. Elle parle à Eva, son amie du Nord, qui disparut, dont le corps est dans l'eau du fjord et l'esprit partout. Donc déjà là, on sent là, que c'est vraiment un livre particulier. Comme elle le dit, là, le Nord est dur, il y a de l'amour violent entre les murs de ces maisons presque identiques. Donc, c'est une sorte de missionnaire moderne. Elle s'active, elle s'occupe des enfants. Elle donne une voix aux petites filles inuites. Donc, Juliana nous propose ce magnifique roman où il y a la mort d'un être cher, mais il y a aussi les survivants. Il y a la jeune femme cette jeune femme donc qui raconte à Eva, la femme disparue, ce qui advient de son fils Elijah. Donc, c'est la thématique du Grand Nord qui est revisitée ici, mais dans la tendresse et surtout la vérité. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est un livre qui est rare dans la modernité et c'est marquant par la justesse des mots. C'est surtout ça que je vous dirais. Là, Juliana a écrit un récit d'amour qui est poétique, lucide, pour le Grand Nord, mais aussi et surtout pour son peuple et l'âme humaine. Donc, c'est un livre qui fait du bien. Juliana, on le sait, est née à Montréal, mais elle travaille dans le domaine de l'éducation au Nunavik, donc elle nous propose ce splendide roman et on l'a su de tout dernièrement, qui va être adapté au cinéma. Donc, faut le lire avant de le voir sur grand écran, mais c'est magnifique, là, donc on sent la beauté de la vérité là-dedans. Alors, ça s'appelle Nirlith de Juliana Léveillé-Trudel. Et là, tu vas nous présenter un recueil de poésie. Les hommes sont des chevreuils qui ne s'appartiennent pas, de Mireille Gagné. Oui, Mireille Gagné. J'aime beaucoup la poésie de Mireille Gagné et c'est une fille de Québec. Et ici, là, elle intègre avec beauté et sentiment la nature, la vie autour de nous, comme peu savent bien le faire, en fait, je trouve. Elle propose dans ce sens un recueil de poésie là, qui met en scène des hommes, des femmes, des prédateurs, des proies. Donc, les hommes sont des chevreuils qui ne s'appartiennent pas, fait réfléchir là, sur ceux qui nous entourent, mais aussi et surtout sur ce qui nous entoure. Donc, avec des mots précis, encore une fois, une prose sensible. C'est un livre qui est un petit bijou là, à avoir à portée de main. Et je pense que tu voulais lire un extrait? Oui, je vais vous lire un court extrait pour terminer la chronique. Alors, allons-y. Les hommes martèlent le sol, ravagent les sentiers, rasent tout sur leur passage,
Une fois qu'ils sont partis, j'ouvre mes poches quelque part pour combler le vide. Wow, on rappelle le titre, Les hommes sont des chevreuils qui ne s'appartiennent pas, de Mireille Gagné. Et là, on change complètement de registre. À mon tour de te présenter des ouvrages. Alors, on commence avec Chasse amoureuse, Trapper l'humain dans son habitat naturel. C'est de Mia Caron et de Bach. Je sais pas si tu connais l'illustratrice Bach. Moi, je l'adore. Oui. Ces illustrations sont toujours très, très rigolotes. C'est souvent le couple qui est mis en scène. Et là, Mia a été justement attachée de presse dans le milieu pendant longtemps. Elle était attachée de presse, je crois, pour Bach, pour certains livres. Et là, ils se sont associés ensemble. Alors, Bach a fait les illustrations, Mia a fait les textes, et c'est un livre qui va faire beaucoup de bien aux gens qui sont célibataires. Alors, parce que Mia dit, dans le « à propos » au début, en disant dans la vie amoureuse, souvent on tente de trouver l'amour avec les réseaux sociaux et tous les sites de rencontres inimaginables. Pourquoi pas traquer l'humain dans son habitat naturel? Alors, elle nous donne plein de suggestions d'endroits où trouver l'amour. Comme par exemple, si vous aimez la lecture, de vous abonner à un club de lecture. Et d'ouvrir la discussion avec la personne. Et elle nous donne vraiment des suggestions de trucs à dire à la personne, ou si on croise quelqu'un dans un parc à chiens ou dans la rue, commencer à lui poser des questions à comment il s'appelle, est-ce qu'il fait le beau, quel âge a-t-il, et là, la conversation commence. Alors, je trouve ça super intéressant parce que souvent, les gens aujourd'hui, autant les gars que les filles, ont peur d'approcher un inconnu. Tout à fait. Alors, moi, j'ai adoré, c'est vraiment hyper rigolo avec la plume vraiment charmante de Mia Caron et de Bach, là. Très, très, très intéressant. Alors, pour des amis célibataires, là, ils vont avoir un malin plaisir à lire tout ça. Ça s'appelle Chasse amoureuse, Trapper l'humain dans son habitat naturel de Mia Caron et Bach, avec les superbes illustrations, justement, de Bach. Tu dois connaître sûrement Le Loup. Oui. Alors, on vient tout juste de lancer, le 1er avril dernier, Le Loup qui voulait être un super héros. Alors, Le Loup, cette fois-ci, veut se faire appeler Super Extra Fabulou. Alors, il va tenter d'aller voir la Yéti du village pour se faire construire un costume. Là, il va avoir beaucoup de difficultés à avoir un costume qui va être bien adapté. Et là, lui demande, la Yéti, à savoir quel est ton véritable pouvoir. Et finalement, il n'y en a pas vraiment. Alors, il va falloir aider les gens de son village, mais ça ne tournera pas comme il voudrait. Alors, c'est toujours des livres, des albums pour enfants qui connaissent un immense succès chez les enfants parce que c'est toujours rigolo. Les illustrations sont fabuleuses. Alors, un bel album pour vos enfants. Le Loup qui voulait être un super héros. C'est de Oriane Lallemand et Éléonore Thuillier. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Un autre album pour enfants, Timilou, de Caroline Barbère et Marianne Pasquet. Alors, c'est l'histoire d'un petit minou qui est un peu tanné d'être l'objet de la convoitise des vieilles dames. Alors, il décide de se rebeller. Alors, en 5 étapes, le petit minou va se rebeller et pour tenter, justement, d'être un mauvais chat, de se cacher pour éviter de se faire tout le temps flatter et d'être tout le temps le bon petit chat. Alors, c'est vraiment très, très drôle et les illustrations sont vraiment très, très belles. C'est dur à expliquer, mais c'est au crayon. Habituellement, souvent, les albums pour enfants, c'est à l'aquarelle. Et il y a comme c'est très léger, très pastel, très mignon. Je serais plus pour une petite fille que pour un petit garçon, là. Oui. Mais en fait, je pense que je connais beaucoup de gens à qui ça va plaire. Oui, vraiment. Puis on dirait qu'on va rechercher, les décors des vieilles grand-mamans, là, avec les tapisseries. Oui, c'est ça que je cherchais, le mot vintage. Voilà. Alors, c'est Timinou de Caroline Barbère et Marianne Pasquet. Est-ce que t'aimes le barbecue? J'adore le barbecue. Je suis impatient. Je l'ai gardé tout l'hiver. Alors là, je suis impatient de vraiment en faire. Et on nous a présenté, tu connais sûrement Antoine Scott, oui, que j'aime beaucoup aussi. Qui aime beaucoup voyager, qui a fait beaucoup d'émissions de télévision. Et là, cette fois-ci, il est allé faire un road trip pour aller visiter tous les endroits du sud-ouest américain pour puiser des idées pour nous faire des recettes. Alors, on retrouve vraiment plein de savoureuses recettes, des inspirations, comme par exemple, souvent pour un barbecue, la sauce, les marinades, c'est toujours très, très important pour que ce soit goûteux. Alors, il nous présente 120 recettes, autant pour les poissons, les fruits de mer, la viande, la volaille, et en plus de plein de sauces et de marinades. Alors, vous allez vraiment adorer. Et en plus, les photos donnent vraiment l'eau à la bouche. C'est magnifique. Pour les gens qui connaissaient Antoine Scott, il y a un regard qui est toujours très, très... je cherche le mot... élaboré, vrai, qui donne vraiment envie de le manger. On a l'impression que c'est très près, la caméra est très très près des produits. C'est ça, on a vraiment l'impression que la nourriture est près de nous, qu'on va pouvoir la manger. Alors, comment ne pas succomber à tout ça? Alors, puis ce qui est le fun, c'est qu'on voit justement Antoine Scott dans son road trip là, pour aller visiter tous les endroits qu'il a utilisés pour faire les recettes de l'ouvrage. Alors, ça s'appelle Le cuisinier rebelle Road Trip de Antoine Scott. On doit s'arrêter, Billy. Merci à toi pour les belles suggestions, puis on se retrouve dans un mois pour d'autres suggestions littéraires. Merci.